Donc, je vous remercie de m'avoir autorisé à participer à cet hommage et à cette soirée. Monsieur le Président, je voudrais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure par Francis Khalifa et ce que vous avez écrit également en disant Mohamed Merah a ouvert la première page de ce qui passait ensuite. Est-ce qu'à l'époque, puisque ça s'est passé, vous alliez arriver, est-ce que vous avez senti qu'il se passait quelque chose qui n'était pas d'une nature similaire à ce qui avait pu arriver avant? D'abord, je salue toutes les personnalités qui sont ici et cette salle. C'est avec une grande émotion que je reviens au Bataclan. Parce que c'est un lieu qui, pour toujours, représente ce que peut être la barbarie et le fanatisme, mais aussi le lieu de culture qui a continué à vivre et avec des réunions, des spectacles qui ont montré que la meilleure façon de répondre au terrorisme islamiste, c'était de faire en sorte que notre mode de vie ne soit pas changé. Alors, est-ce que Toulouse, Montauban, était un phénomène que l'on voulait regarder comme un acte isolé, ou est-ce que c'était le premier acte, la première frappe d'une suite d'attentats qui ont, hélas, occupé une large partie de mon mandat? La réponse est que c'était facile de dire que c'était un acte isolé parce qu'on voulait y croire. Moi, je n'étais pas président à cette époque, mais que je peux imaginer ce qu'était la thèse officielle, c'est-à-dire espérons que ce ne sera pas une phase aiguë, surtout dans une période de campagne électorale. Mais quand on y songe, ce qui s'est produit avec le terroriste en question, c'était finalement une avant-garde qui se produisait. Et avec toujours les mêmes étapes, c'est-à-dire le fait que des hommes soient allés combattre sur des théâtres extérieurs et pris aussi l'habitude de la mort pour être capables de la donner. Et ensuite, tous les attentats qui se sont reproduits ont toujours impliqué les mêmes individus, je veux dire par là des individus qui ont été à un moment ou à un autre sur des théâtres d'opération dans le cadre d'un djihad. Ce que l'on a vu après, c'est que le terrorisme islamiste s'était lui-même organisé sur les théâtres extérieurs. D'abord avec Al-Qaïda et ensuite avec Daesh. Et qu'avec Toulouse, on n'était qu'au début de l'organisation. Ensuite, elle a pris des formes, elle a pris une intensité, elle a pris aussi une préparation de ces attentats avec une véritable méticulosité terroriste. Et c'est pourquoi il fallait, je revendique cette décision, agir contre ces groupes, aussi bien au Mali qu'en Syrie et en Irak. Mais si je vous dis ça, c'est que beaucoup à l'époque ont estimé que c'était une intervention d'un loup solitaire. L'emploi de ce terme a été beaucoup cité. Et que peut-être que le fait d'imputer cette action à un loup solitaire nous a permis de nous endormir tous de façon peut-être pernicieuse et qu'on l'a payé assez rapidement. Comme je vous le dis, c'est difficile de revisiter je n'étais pas après coup. aux responsabilités du pays, mais on ne s'est pas endormi très longtemps. Parce que dans les semaines qui ont suivi notre installation à l'Élysée, nous avions déjà les informations qui laissaient penser que des attentats se préparaient, et nous en avons d'ailleurs déjoué très vite. De la même manière, nous avions les chiffres qui, chaque semaine, étaient portés sur mon bureau du nombre de départs de Français sur les théâtres syriens et irakiens. Et ce flux continu, avant même qu'il n'y ait Daesh, ce flux continu laissait penser que nous étions dans un processus qui, forcément, aurait des conséquences sur notre pays. Alors, quand vous voyez ça, est-ce que vous comprenez pourquoi la France, ou est-ce que vous le comprenez aujourd'hui, pourquoi la France est la plus touchée? Francis Khalifa, tout à l'heure, a dit que hors États-Unis, c'est-à-dire le 11 septembre, avec un bilan massif, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé chez nous pour que, en gros, on ait le record, triste record, d'attentats et antisémites, et terroristes, et islamistes?
Est-ce que c'est notre passé colonial? Est-ce que c'est notre angélisme? Est-ce que c'est une forme d'idéologie qui n'a pas voulu voir les choses? À quoi imputez-vous le fait qu'on ait ce triste record? Mais parce que nous sommes la France. Et oui, et parce que nous sommes visés en tant que France. Non pas parce que nous avions une responsabilité particulière, nous n'étions pas engagés sur un théâtre extérieur au moment où ça s'est produit, à Toulouse et à Montauban, mais il y avait la volonté de ces terroristes-là, de ce terroriste-là, et on sait qu'il était accompagné, en tout cas qu'il y avait des complicités, de frapper des juifs et de frapper des militaires. Et dans tout le processus qui s'est ensuite, hélas, répété, c'est toujours vers les juifs et toujours vers les représentants de ce qu'est la République. Et c'est notre mode de vie qui est à chaque fois frappé. Vous allez me dire, mais pourquoi il y en a d'autres qui ont le même mode de vie que nous? Est-ce qu'ils se défendaient mieux? Vous pensez qu'en Allemagne, pensez qu'en Belgique, pensez qu'en Italie, il y avait des systèmes beaucoup plus protecteurs que ceux qu'on avait, nous, ici, et qu'on a considérablement renforcés à partir de 2012 avec 3 lois antiterroristes et une loi sur le renseignement? Non. Je peux même vous avouer que ces pays étaient beaucoup moins bien préparés que nous. Mais c'est nous qui étions frappés. Et on l'est parce que nous sommes un pays où la liberté d'expression, la liberté d'information, où nous avons eu des positions en matière de politique extérieure, en matière de droit, et où il y a des individus qui veulent nous frapper. Le pire, c'est que ces individus sont nés en France, ont été éduqués dans le système scolaire français et ont été radicalisés, et qu'il n'y a pas eu sûrement la vigilance nécessaire pendant des années, et pas l'alerte qui devait être produite, et qu'on n'a pas forcément regardé les signaux faibles, comme l'on dit, les signaux du fanatisme religieux, du salafisme, de l'islamisme militant, comme pouvant préparer les actes terroristes. Parce qu'en définitive, le salafisme et l'islamisme radical forment le terreau à partir duquel le terrorisme peut trouver sa place. Est-ce que vous avez vu l'opinion française évoluer? On a un peu l'impression, et c'est ce qu'il y avait dans l'étude de Frédéric Dabi, que, comment dire, quand on s'attaquait à une école juive ou quand on s'attaquait à l'hypercachère, finalement ça faisait partie de la vie de s'attaquer à des lieux représentant les juifs ou à des juifs tout simplement. Certains se sont peut-être dit que Charlie Hebdo, c'est parce qu'on avait fait des caricatures et qu'on avait blasphémé alors que ça n'existe pas, et qu'il y a eu un phénomène Bataclan, et on rend hommage à tous ceux qui sont morts ici. Au moment où on s'est dit finalement ça peut être nous et notre modèle, et qu'à ce moment-là, les gens ont peut-être pris conscience que s'attaquer aux juifs, ou c'était s'attaquer à la démocratie, et en fait à tout le monde. D'abord, quand se sont produits les attentats de Toulouse et de Montauban, nous étions en pleine campagne électorale. Les décisions que nous avions prises à ce moment-là, à la fois le président sortant Sarkozy et moi-même, c'était de suspendre la campagne électorale. Je rappelle que tous les candidats n'avaient pas pris cette décision. Je ne les citerai pas par amnistie. Donc, nous avions, nous, tous les deux, décidé de suspendre la campagne. Mais malgré tout, il n'y a pas eu la mobilisation qui était attendue par rapport à la gravité de l'acte. Une école juive, des militaires, des manifestations auraient dû avoir lieu, des mouvements auraient dû se produire. Et là, on suspendait une campagne, mais il y avait comme une forme, non pas d'indifférence, ce serait mensonger que de le dire, mais une forme de distance qui se prenait, en pensant précisément qu'on avait affaire, et l'expression n'est pas de nous, vous le savez bien, du loup solitaire et d'un individu qui était fanatisé, etc. Alors que tous les éléments, tous les ingrédients y étaient déjà. Et frapper une école, frapper des juifs aurait dû normalement produire un mouvement de très grande ampleur. Est-ce que c'était parce qu'il y avait l'élection ou est-ce qu'il y avait d'autres conditions? On a retrouvé une mobilisation énorme au moment des attentats de Charlie et de l'hypercachère. Mais la question s'est posée, s'il n'y avait eu que l'hypercachère, est-ce qu'on aurait eu 4 millions de Françaises et de Français qui seraient descendus? Non. Donc, cette mobilisation, elle était très importante,
elle était tout à fait indispensable. Je rappelle qu'elle a été aussi l'objet d'une participation exceptionnelle de dirigeants venant du monde entier, et que ça a été pour nous tous une fierté que de savoir que la France réagissait comme elle a réagi. Mais le 13 novembre, et même si là, il n'y avait pas de distinction, et qu'il y a eu des attentats d'une gravité exceptionnelle, eh bien le 13 novembre, et dans les jours qui ont suivi, il n'y a pas eu non plus de mobilisation et de manifestation. Et qu'il a fallu que le président de la République, je l'appelle à l'unité nationale, quand elle commençait à se fissurer, et que je dise qu'effectivement nous étions tous concernés. Mais nous voyons bien qu'il y avait une forme de sidération sans doute, mais de moindre réaction par rapport à un événement considérable. Et vous l'imputez à quoi, ça? Un ramollissement démocratique? Je pense à la peur, d'abord, une forme d'appréhension de ce qui peut se produire. Et nous étions, j'ai employé le mot la nuit même du 13 novembre, dans une guerre contre l'islamisme terrorisme, et que nous devions mener cette guerre. Cette guerre, elle s'organisait, elle se préparait, elle s'était déjà d'ailleurs engagée, non pas par nous, mais contre nous, et nous la faisions en réplique, en Syrie, en Irak. Et souvenons-nous de ce que, dans la vie politique française, même l'intervention en Syrie était considérée comme parfois excessive dans le cadre d'une coalition. Bref. Qui a lâché. Nous avons donc fait ce choix, mais nous avons fait aussi des opérations en France pour lutter au niveau qui convenait contre le terrorisme islamiste. C'était une guerre qui se faisait sur deux terrains, un terrain extérieur et un terrain intérieur. Est-ce que vous considérez que, à la suite de votre quinquennat, il y a une forme de naïveté politique qui s'est interrompue? Et est-ce que vous considérez, parce que là ça va être plus perfide comme question, qu'une certaine forme de gauche, peut-être extrême, a compris un certain nombre de choses, ou qu'il reste toujours dans une frange de cette idéologie l'idée que finalement, non pas c'est normal, mais il faut bien comprendre que, avec à la fois une dose d'importation du conflit israélo-palestinien et une dose qui fait décréter à tort et à travers que dès qu'on dit quelque chose, on est islamophobe. Oui, mais il y a eu, c'était employé par d'autres, une forme d'excuse qui a été à un moment évoquée, de dire que c'était des conditions qui faisaient que socialement des individus pouvaient basculer dans le terrorisme. Ce n'étaient pas les conditions sociales qui expliquaient, hélas, le phénomène terroriste. Car des terroristes, on en connaît de tous milieux sociaux. Et c'est toujours extrêmement révélateur de penser que c'est toujours dans les catégories les plus défavorisées qu'on aurait, comme ça, une poussée terroriste avec un fanatisme islamiste. Eh bien, il y a aussi, dans des milieux favorisés, dans des milieux qui n'étaient pas au départ touchés par le fanatisme religieux, il y a eu des départs. Et il y a eu des actes terroristes qui ont été commis. Deuxièmement, il y avait l'idée qu'un conflit extérieur ou une tension en Palestine pouvait justifier, au nom de je ne sais quelle thèse anti-sioniste, un antisémitisme finalement de circonstance. Non, cette thèse-là doit être repoussée avec la dernière énergie, car ça a été là aussi une forme de fausse explication de ce qui se produit. Mais il y a eu d'autres thèses qui ont été développées. Il y a encore quelques semaines, un candidat à l'élection présidentielle était à la sortie du Bataclan et considérait que parce que j'avais décidé de l'intervention en Syrie, parce que j'avais condamné le régime de Bachar el-Assad et l'utilisation des armes chimiques, finalement c'est ce qui avait produit des actes terroristes. C'est d'ailleurs, puisque j'ai témoigné au procès des accusés du 13 novembre, c'est une stratégie de défense que les avocats des accusés ont produit en disant « Mais si vous n'étiez pas intervenu en Syrie et en Irak, est-ce qu'on aurait eu les attentats terroristes ?» Eh bien, je vous dis oui, on aurait eu les attentats terroristes. Et si on commence à dire « Ah ben, il ne faut rien faire contre Daesh, contre les organisations terroristes, parce qu'on pourrait éventuellement avoir une réplique terroriste, alors nous sommes des lâches.
Il faut renoncer à toute ambition pour notre pays. Donc voilà, sur plusieurs bords de l'échiquier politique extrême, on a ce type d'argumentation qui, d'une certaine façon, nous met en opposition les uns avec les autres. Or, tout le but, si tant est qu'il y en ait un, mais il y en a un, car ne pensons pas qu'on a affaire qu'à des loups qui ne chassent pas avec non seulement une meute, mais aussi un esprit qui est malin et qui veut les entraîner, c'est que le but des organisations terroristes est de créer une division dans notre pays et d'avoir la guerre des religions et des civilisations en notre sein. Et c'est ce qu'il faut refuser, ce que j'ai toujours, comme président, réussi au moins pendant ces 5 ans à empêcher, c'est-à-dire la guerre. Alors il y a quelque chose qui était aussi frappant dans l'étude de l'IFOP tout à l'heure, c'est de voir une courbe, enfin, comment dire, une pente tellement effrayante qui était qu'en gros, plus on était jeune, moins on se souvenait, moins on comprenait, moins on avait la mémoire de ce qui se passait, comme si on avait totalement raté une espèce d'éducation à toute cette problématique, comme si on avait tous oublié de transmettre. Comment vous réagissez face à ça? C'est que quelqu'un qui a entre 25 et 30 ans, ou 20 ou 15 et 30 ans, en gros, ne voit pas le problème, ou il ne se souvient pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Le travail doit être fait dans l'école de la République. Et pas simplement, même si c'est leur rôle, par les enseignants. Moi, ce que je fais, et je pense que d'autres responsables ou anciens responsables ont la même démarche, c'est aller dans les lycées et dans les collèges pour rappeler ce qu'ont été les attentats terroristes. Raconter ce que nous avons vécu, ce que j'ai vécu comme président. Rappeler ce qui ont été les douleurs des victimes, les actes aussi qui ont été engagés par les terroristes. D'essayer de faire valoir que ce qu'ils vivent peut se reproduire. Et ça, ce travail-là, et je sais qu'ici beaucoup le font, il est indispensable. Regardons l'état de nos établissements scolaires. Il y a des établissements scolaires où certains sujets ne sont jamais abordés. On le sait. Ça fait longtemps. Donc, c'est parfois des enseignants qui ont le courage et surtout le devoir de le faire. Mais c'est à nous aussi. Et moi, je vais dans tous les établissements. Je ne vais pas dans les établissements où il n'y a pas de problème. Je vais dans les établissements où il y a des problèmes. Et où on ne sait pas exactement la différence qu'il peut y avoir entre la Shoah et un massacre, qui sont toujours les victimes, et ceux qui font une espèce d'équivalence entre les victimes. Et il faut aller faire ce travail. Et lorsqu'on est des témoins, et encore davantage quand on est des acteurs comme je l'ai été, je peux vous dire que tous les élèves, et je n'ai jamais eu de ce point de vue-là une surprise désagréable, tous les élèves sont captivés par ce que l'on peut raconter, parce qu'on les a vécus soi-même. Alors, ce travail de mémoire, il n'y a pas de mémoire qui vient de manière innée, ça se transmet, la mémoire. C'est un travail qui se faisait autrefois dans les familles, qui ne se fait plus dans les familles, mais qui se fait à travers la société. Le rôle des médias est aussi très important. Et, par exemple, les procès. Beaucoup se sont interrogés sur le rôle des procès. Il y a eu un procès pour les complices de l'attentat de Charlie et de l'Hypercacher. Il y a en ce moment le procès encore des attentats du 13 novembre. Et ces procès qui doivent aboutir à des condamnations, c'est le rôle d'un procès, mais aussi de faire comprendre, de transmettre. Et c'est très important que ce procès, en tout cas du 13 novembre, soit filmé et enregistré pour que ce soit un document qui puisse être transmis de génération après génération. Justement pour voir comment on peut transmettre aux jeunes, parce qu'on utilise sans arrêt le devoir de mémoire. On est tous d'accord sur la nécessité et sur le devoir, mais on se heurte parfois aux façons de transmettre. Est-ce que vous ne considérez pas qu'actuellement il y a une forme de, je vais employer un terme un peu vulgaire, de bouillie intellectuelle, quand on voit qu'il y a des manifestations contre l'islamophobie qui considèrent que l'islamophobie et l'antisémitisme, c'est la même chose, quand on voit qu'il y a des antivax qui défilent avec l'étoile jaune, quand on voit que le mot génocide est utilisé à tort et à travers, et que c'est pas
cette espèce de mélange de tout, de confusion qui peut faire que certains jeunes se disent « Ah oui et que je ne sais pas comment lutter. Est-ce que ça doit être un certain nombre de leaders associatifs, politiques qui mettent des actes forts en expliquant que ça n'est pas comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Parce que vous avez parlé du masque de l'antisionisme pour cacher un antisémitisme, pour qu'il ait l'air de devenir politique et un combat. L'islamophobie, on a vu ça avec l'histoire de Sciences Po Grenoble, avec ce professeur qui refuse de mettre ça sur le même terrain en disant il y a un mot qui est une sorte de mot valise dans lequel on ne sait pas très bien ce qu'on met, et un autre qui a des références précises. Est-ce que c'est quelque chose... Et comme je suis journaliste politique, je vous dis quand même que quand on a vu la marche contre l'islamophobie, on a vu des leaders politiques tels Jean-Luc Mélenchon, enfin on a vu des gens participer à ça et manifestement ne pas voir le problème. Il faut éviter la bouillie. Même pour les chats, il faut l'éviter la bouillie. Donc, c'est le rôle des responsables politiques de faire justement leur devoir de clarification. On ne dira jamais assez le mal que font les réseaux sociaux par rapport à ces véhicules maintenant livrés pour la confusion, le complotisme dont vous avez parlé. Mais une campagne présidentielle, ça sert justement à faire la part des choses, à faire la différence. Et si on pense que tout est pareil et que tout est équivalent, effectivement, on ne peut pas mettre en cause ceux qui considèrent que l'islamophobie et l'antisémitisme, c'est pareil, ou qui pensent qu'il n'y a pas de différence entre un antivax et une personne qui a été pourchassée comme juif pendant la guerre. Est-ce qu'il faut que les tribunaux se saisissent? Oui. Lorsqu'il y a cette mise en cause de la vérité, oui. Et il y a eu plusieurs actions qui ont été heureusement menées, mais pas suffisamment, faute d'ailleurs parfois de procédures et de magistrats pour les recevoir. Mais voilà, il faut faire cette dénonciation autant que nécessaire. Mais face à cette bouillie, comme vous dites, ou à cette prolifération sur les réseaux sociaux, plus que jamais, la réponse est du côté de la démocratie. Un des problèmes que nous avons, et ce n'est pas simplement propre au sujet que nous évoquons ce soir, c'est la faiblesse des grandes organisations, que ce soit les partis politiques, les grandes associations, les syndicats qui, pendant longtemps, ont fait le travail, justement, de distinction, de clarification, d'éducation, de transmission. Quand on n'a plus ces forces-là, quand ces organisations se sont à ce point affaiblies, alors il ne reste que les personnalités ou que les mouvements d'humeur ou les actes de violence. Et lorsque, hélas, la violence fait bouger les pouvoirs publics, là, on est devant un problème très grave pour le fonctionnement de notre démocratie. Alors, je ne voulais pas terminer, je ne vais pas terminer, sans faire une référence quand même à la guerre en Ukraine, où un certain nombre de personnes considèrent qu'effectivement on est toujours faible, que c'est la faiblesse des démocraties. Certains invoquent Munich, où en gros pour avoir la paix, on a refusé la guerre tout en ayant ce qu'a cité Nicolas Sarkozy tout à l'heure, et la guerre et le déshonneur. Est-ce que vous considérez que le régime qu'il y a une fatigue démocratique, c'est-à-dire que ça se passe tellement bien, ça se passe tellement mal pour certains autres, on n'est plus capable de se mobiliser, plus capable de se battre, plus capable de s'énerver, plus capable d'avoir des valeurs, plus capable de... Voilà, qu'on est un peu, je ne vais pas dire mou, parce que j'ai déjà employé le terme tout à l'heure, mais un peu tellement blasé, et que, contrairement à nous, ceux qui défendent une idéologie, même mortifère, eux, ont une forme de je ne sais pas quel mot cherche à utiliser, mais une forme de foi, peut-être, ou une forme de conviction, la capacité de mourir pour leur cause, et que nous, on est faible. Et est-ce qu'on est condamné à être faible? Bon, d'abord, il y a eu une illusion pour les démocraties de penser que l'ouverture du commerce, que la mondialisation allait faire que la prospérité gagne l'ensemble du globe et que la paix soit au rendez-vous et la démocratie par surcroît.
je pense que cette vision-là, qui a été parfois partagée ici, plus spécifiquement en Allemagne, notamment par rapport à la Russie, cette idée que par les échanges, on allait aboutir à la concorde générale et à l'harmonie, cette idée est fausse. Les dictatures restent des dictatures même avec la mondialisation. Et vous avez sans doute quelques pays à l'esprit. Deuxièmement, il y a eu l'idée que, et je peux la comprendre, que par le dialogue, par le raisonnement, par le jeu des institutions multinationales, il serait possible de trouver des arrangements et éviter les conflits. Eh bien non. Il y a le poids de l'histoire, il y a la volonté des dirigeants, et c'est ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Donc tout est rapport de force. Est-ce qu'il faut aller faire la guerre en Ukraine? Je pense que, même si nous sommes tout à fait effrayés par les images qui nous viennent d'Ukraine, personne ne pense qu'il faut envoyer l'armée française ou mobiliser les forces de l'OTAN pour aller faire une intervention en Ukraine, dont on sait très bien qu'elle entraînerait une escalade et un élargissement du conflit. Mais faut-il pour autant ne rien faire? Aider l'Ukraine, c'est d'abord lui apporter des armes. Aider l'Ukraine, c'est la soutenir sur le plan humanitaire. Aider l'Ukraine, c'est aussi infliger au régime de Poutine des sanctions extrêmement fortes, et la première étant la suspension des échanges, la fin des transactions financières, et sûrement à court ou moyen terme, la fin de nos approvisionnements en pétrole et en gaz venant de Russie. Je pense que nous n'avons pas mesuré, nous, suffisamment, quand je dis nous, c'est peut-être un collectif qui nous a précédés, que la guerre est une hypothèse. Nous avons tous, notamment les plus anciens, parce qu'ils avaient vécu eux-mêmes la guerre, nous avons tous pensé qu'elle n'était plus dans notre horizon. Alors même que depuis 30 ans, il y a eu une succession de guerres dans beaucoup de pays pas si loin de nous. Donc nous avions évacué la guerre. Eh bien non, la guerre est possible. Ce qui justifie que nous nous organisions aussi en termes de sécurité et de défense à un niveau encore plus élevé qu'aujourd'hui. Et deuxièmement, nous n'avons jamais pu mesurer que le dialogue et la négociation, et je suis bien sûr favorable à ces méthodes, suppose un rapport de force. Or, je ne vais pas les comparer, mais d'un côté, l'islamisme fondamental pense que nous sommes faibles, pense qu'ils peuvent nous détruire, pense que notre société est fragile, pense qu'il peut y avoir à un moment une division en notre sein. Ce que je constate, c'est que malgré toutes les épreuves que nous avons connues, tous les attentats qui ont eu lieu, tous les actes antisémites qui se sont multipliés, nous avons tenu ensemble et nous n'avons pas vacillé. Et le pays, même s'il y a quelques répliques, le pays a fait en sorte que nous sortions victorieux de cette épreuve. Pour ce qui est de la Russie, et ça pourrait valoir pour d'autres, c'est le même raisonnement. Vladimir Poutine pense que nous sommes des sociétés dégénérées, pense que nous sommes des sociétés déclinantes, pense que nous avons peur, pense que nous ne voulons pas la force. Et donc il avance. Et je dois constater que depuis quelques années, il n'a cessé d'avancer, y compris même en Afrique, où quand même, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu des Russes s'installer en Centrafrique et au Mali, et des mercenaires, faux mercenaires. Il me revient une anecdote de la nuit de Minsk, où nous étions avec Mme Merkel, Poutine et le président ukrainien de l'époque, et où Poutine disait qu'il n'avait aucun contact avec les séparatistes du Donbass. Et quand on l'interroge sur les mercenaires aujourd'hui, il dit qu'il ne les connaît pas. Et puis dans cette même nuit du Donbass, quand il a fallu conclure, il a trouvé leur numéro. Donc le personnage est quand même capable du plus grand des mensonges. Mais il imagine que nous avons peur
Donc il faut que nous tirions toutes les conséquences. Les démocraties doivent imaginer qu'à un moment ou à un autre, elles ont des moyens économiques, des moyens politiques et des moyens militaires de se faire respecter. Nous devons nous faire respecter. Et quand on voit le discours de Vladimir Poutine en ce moment, vous l'avez vu dans un stade, là, au milieu de jeunes qui avaient l'air en bonne santé, tout frais, et tenir un discours nationaliste, y compris qui appelait au sacrifice, je pense que ça doit quand même nous faire réfléchir. Et à partir de là, nous devons nous organiser, au moins au niveau européen, parce que, quitte à annoncer des bonnes ou des mauvaises nouvelles, je peux en annoncer une mauvaise, il n'est pas sûr que les États-Unis seront toujours à nos côtés en Europe si nous ne faisons pas nous-mêmes un effort pour notre propre sécurité. Donc ça commence par nous. Et c'est pour ça que moi je pense, malgré tout, ça c'est plutôt une confiance que j'ai, c'est que la démocratie a des ressorts. C'est que la démocratie est plus forte. C'est qu'on est capable quand même de mourir pour la liberté et pour le droit et pour l'égalité, pour la dignité humaine. Et si on regarde ce qui s'est produit quand même dans le siècle précédent, c'est que la démocratie a été capable de vaincre le totalitarisme. Une dernière question, j'arrête pas d'annoncer des dernières, ça le sera probablement. Quand vous jetez, je ne vous demande pas de prendre des positions politiques, mais quand on regarde la campagne... Ne me posez pas la question alors. J'ai trouvé un biais. Le biais étant quand on voit un candidat, en l'occurrence, Éric Zemmour, qui propose d'interdire le voile dans l'espace public et qui met la kippa à équivalence, lui-même qui dénonçait dans le temps les jeunes juifs qui étaient obligés de mettre une casquette sur leur kippa pour ne pas se faire tabasser. Ça vous effraie? Vous trouvez que c'est la politique et qui, dans l'étude de Frédéric Dabi, est considéré comme antisémite alors qu'il est juif? Comment est-ce que vous jugez qu'on en arrive à des degrés pareils en France dans une campagne électorale? Ça vous inquiète? Non, je ne pense pas qu'Éric Zemmour sera le prochain président de la République. Non, mais personne ne le pense. Voilà. Je ne pense pas qu'il sera au second tour de l'élection présidentielle. Je ne pense pas qu'il aurait dû même être candidat à l'élection présidentielle. Mais il aura quand même fait du mal. Il aura quand même fait du mal. Parce que quand il était chroniqueur, on disait mais ce n'est qu'un journaliste, pardon de l'expression. Mais là, aujourd'hui, il intervient comme un responsable politique, d'ailleurs doté d'aucun mandat. Et c'est là que le mal se produit. Et quand vous parlez de la responsabilité du système médiatique, j'ai parlé des réseaux sociaux. Moi, je ne vais pas parler des journalistes, je parle des émissions. Vous pouvez ? Non, mais je pense que les journalistes font pour l'essentiel leur travail, mais je parle des émissions où on peut se permettre de tout dire, de dire n'importe quoi, au prétexte que l'on est un chroniqueur ou un animateur. Eh bien non, on ne peut pas tout se permettre, on ne peut pas tout dire. Et même et surtout sur le service public de l'audiovisuel. Je n'oublie pas qu'il a été sur le service public de l'audiovisuel. Bon, pour le reste, peut-être il y a une campagne, les choses s'établiront, mais ce qui compte, c'est pas au-delà du résultat qui est très important. Ce qui compte, c'est ce qui a été dit. Et il y a des phrases qui ont été prononcées qui sont extrêmement graves. Et c'est ça qui aurait pu dégénérer. Et ça n'a pas dégénéré parce que je pense qu'il y a eu aussi, et heureusement que beaucoup ont dit que Éric Zemmour pouvait être juif, mais que ça ne l'autorisait pas à penser que le maréchal Pétain avait été un bouclier et que Dreyfus était peut-être coupable. Voilà. Bon, je vous remercie. Est-ce que... je ne vais pas vous demander, parce que tout à l'heure, vous l'avez déjà fait en parlant en disant que vous estimiez que la démocratie était en mesure de se défendre, surtout quand elle est attaquée, parce que le reste du temps, peut-être moins. Est-ce que vous pensez qu'il y a 2-3 piliers essentiels pour l'avenir? Vous avez parlé de l'école, en disant que l'école, ça n'était pas que les profs, c'était tout le monde, toute la communauté, c'est-à-dire même quand on croise un gamin dans la rue, de lui dire, non pas ce qui est bien, ce qui est mal, mais de les éduquer à réfléchir. Est-ce que vous êtes quand même dans un état d'esprit un peu pas trop pessimiste?
Bah, ça dépend de nous. Est-ce que nous sommes capables de nous redonner des organisations, des mouvements politiques, des forces sociales, des grandes associations comme les vôtres qui fassent leur travail? Dans une démocratie, quand il n'y a plus d'acteurs, quand il n'y a plus de structure, quand il n'y a plus de piliers, eh bien, ça peut être le n'importe quoi et le n'importe qui. Donc nous avons besoin que les citoyens aient des références et des disciplines, sachent ce qui peut être dit, ne pas être dit, puissent avoir aussi des espérances. Et c'est ce qui manque cruellement aujourd'hui, convenons-en. Et comme il n'y a plus de force motrice qui crée une confiance, une fierté, une culture, eh bien, nous sommes plus fragiles que d'autres. Mais je pense que c'est peut-être un temps et qu'il y aura une autre période où des forces vont se reconstituer, des mouvements réapparaître et du militantisme. Parce que le militantisme, ce n'est pas simplement d'adhérer à un parti politique, d'ailleurs plus personne ne le fait, ni même d'être dans une organisation syndicale, très peu y contribuent. Non, le militantisme, c'est d'être avec d'autres pour faire avancer les choses et les causes humaines. Et il se trouve que je préside une fondation et je pouvais m'interroger, est-ce qu'il y a encore une vitalité dans la jeunesse? Est-ce qu'il y a une envie de changer les choses? Est-ce qu'il y a encore de la solidarité? Est-ce qu'il y a encore de la bienveillance, de l'envie de changer le monde? Oui, tout ça existe dans notre pays. Il suffit de le faire surgir. C'est là, on ne le voit pas parce qu'on ne veut pas le voir. Mais ce mouvement-là, il existe et dans tous les domaines. Donc, de ce point de vue, je pense que l'engagement, le militantisme n'ont pas disparu, sauf qu'il n'y a pas de débouché sur le plan politique ou sur le plan social. Et c'est ça qu'il faut faire. Quand on a eu quand même le mouvement des Gilets jaunes, c'était peut-être une réaction qui, au départ, était justifiée par le prix de l'essence, mais enfin, jusqu'à nouvel ordre, le prix de l'essence n'a jamais été aussi élevé, il n'y a pas de Gilets jaunes. Donc, ça avait quelque chose qui, sans doute, était de l'ordre de la frustration, mais ce qu'on a eu avec les Gilets jaunes, l'expression de beaucoup, le complotisme qui a été suivi, de la même manière avec les antivax, d'une certaine façon, ça prouvait qu'il n'y avait plus de barrière. Et quand je vois un candidat, puisque vous me demandez d'aller dans la politique, quand je vois un candidat qui dit « Votez pour moi, il n'y aura plus de passe sanitaire », j'ai envie de dire voilà, heureusement que la crise est terminée, mais si ça revient... Ouais. Donc cette facilité, cette médiocrité, cette démagogie, elle était combattue avant. Aujourd'hui, elle est laissée faire. Donc, plus que jamais, si je puis dire, engagez-vous, rengagez-vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.